Nous sommes à l'heure de l'info, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sociopolitique qui reçoit aujourd'hui M. Eliezer Mibanga, il est du FCC, à qui je dis bonjour. Bonjour à mon co-débatteur, bonjour au peuple congolais qui nous suivent en ce moment et je tiens à vous remercier aussi pour l'invitation. Je pense qu'ensemble nous passerons de bons moments, nous allons décrypter l'actualité afin d'offrir au peuple congolais des analyses dignes et détaillées. Alors, vous êtes du FCC, je sais que vous n'êtes pas partie prenante au pouvoir, mais vous êtes très actif en demandant qu'il y ait des élections inclusives, crédibles, alors que vous n'avez pas postulé à tous les niveaux. Comment comprendre votre attitude par rapport au processus électoral? J'ai toujours dit le plus important, ce n'est pas d'aller aux élections. Mais le plus important, c'est d'avoir des élections libres, crédibles, transparentes et inclusives. Alors, du coup, nous avons constaté avec l'actuel régime, il y a eu une sorte de combine qui se sont organisées autour de la nomination de l'actuel président de la CENI. Et on a tous vu et assisté à ces petits jeux de ping-pong entre les confessions religieuses. Et je tiens à rappeler, si le FCC n'est pas partie prenante à ces processus électoraux, ce n'est pas parce que le FCC a peur. Ce n'est pas parce que le FCC n'est pas prêt. Nous sommes prêts. Mais tout simplement parce que nos désirata n'ont pas été pris en compte. Quels sont nos désirata? Nous avions demandé l'audit du fichier électoral, chose qui n'a pas été faite. Nous avons demandé la transparence au sein de la composition ou soit au sein de l'installation du bureau de la CENI, chose qui n'a pas été faite. Nous savons tous que la CENI est composée. Il y a des quotas, l'opposition envoie ses membres, les confessions religieuses, ainsi que le pouvoir en place. Mais jusqu'à présent, nous ne savons pas par quelle magie, par quel miracle, par quel mécanisme, M. Agematembo, M. Didi Manara se retrouve comme étant représentant de l'opposition au sein de la CENI. Car nous savons tous que pour aller au niveau de la CENI, vous devez être mandaté. Alors, jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre quels sont les mandats ou soit quel est le document que M. Agematembo peut brandir, qui peut attester que réellement il est envoyé par l'opposition. D'où nous signons que ce sont des combines frauduleuses qui ont été mis en place un système de corruption, d'achat de moralité par le bourreau ou par le régime actuel pour essayer un peu, tant soit peu, de crédibiliser ces processus. Fort malheureusement pour eux, même pour tricher, il faut être intelligent. D'accord. Un autre invité sur ce plateau, c'est M. Faustin Simanga. Il est communicateur du LGD, parti cher à Augustin Matata Pogno. Bonjour, M. Faustin. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Alors, votre leader, votre président national du parti, pris en étau entre la campagne électorale et les ennuis judiciaires, comment il s'y prend? Matata Mapon va très bien, vous l'avez suivi sur les antennes de Télé 50, une chaîne concurrente. Vous comprenez qu'il est requinqué, il est prêt pour aller arracher la victoire le 20 décembre, malgré les détracteurs de l'Union dite sacrée qui voudraient bien lui coller un procès qui ne dit pas son nom, un procès politique, un procès comme étant les leviers qui pourraient, selon eux, les contraindre à rejoindre l'Union dite sacrée, qu'il ne va jamais rejoindre parce que ça ne représente aucune valeur, l'Union dite sacrée. Vous comprenez que Matata Mapon ne fait pas face à la justice, mais il fait face à l'instrumentalisation de la justice. Ah, comment ça? Mais vous savez que Matata ne devrait pas se retrouver devant la Cour constitutionnelle aujourd'hui parce que l'affaire a été déjà réglée sous RP 001. On ne va pas reprendre le débat là-dessus. On constate juste que l'Union dite sacrée a décidé de pouvoir sous-traiter sa volonté politique par la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est visiblement devenue la caisse de résonance de la volonté politique de l'Union dite sacrée. Mais les peuples va faire échouer leur complot contre la candidature d'Augustin Matata Mapon. Et vous le voyez, il a été confirmé à ce niveau-là parce que le complot n'a pas réussi et Matata sera dans la course jusqu'à la victoire le 20 décembre. Alors, vous avez toujours dit que Matata est victime
d'un acharnement politique. Est-ce que Matata représente une menace pour ces régimes, M. Faustin? Mais vous savez... si oui, à quel niveau? Déjà, la menace pour ces régimes vient du même régime. Ne cherchez pas loin. Cherchez à l'Union du Sacré, vous allez remarquer qu'ils sont eux-mêmes leur propre menace. L'Union du Sacré ne représente aucune menace pour les intérêts du pays. Et l'Union du Sacré représente une menace que pour leur propre régime. Okay. Vous comprenez que depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis 5 ans maintenant, ou presque, il reste quelques mois pour que nous puissions atteindre les 5 ans pleins. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont fait que détourner des biens de l'État. Ils ont fait que passer par la case prison et puis être gratifiés au gouvernement. Vous comprenez que la menace de l'Union du Sacré ou la menace de leur quinquennat, c'est leur échec. Ils ont échoué. Leur échec est menaçant pour eux. Leur échec est menaçant pour les fauteuils du président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est un secret pour personne qu'après le 20 décembre, il va passer le pouvoir à un autre président qui viendra. Et pour nous, du LGD, nous pensons que ce sera Augustin Matata Ponyo-Mapon. Et l'image qu'on a eue de passation de pouvoir, nous allons encore une fois de plus le voir avec, de l'autre côté, pour nous, du LGD, Augustin Matata Ponyo-Mapon, et de l'autre côté, le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va passer les drapeaux au prochain président de la République, Augustin Matata Ponyo-Mapon. Pourquoi nous le savons? Parce que nous avons les idées, nous avons un programme et nous commençons déjà à préparer les fardes de la remise et reprise. Si vous partez au niveau du siège national, vous allez retrouver les fardes où on prépare les documents qu'on va remettre. Pour la remise et reprise entre Matata et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il y aura remise et reprise. Un peu comme il a fait avec l'ancien président qui mérite tout le respect, Joseph Kabila. Vous comprenez qu'il va faire le même exercice et il y aura une différence. Matata ne va pas tomber de sa chaise parce qu'il a déjà le poids de la République démocratique du Congo qu'il porte en lui. On ne va pas revivre un président qui tombe juste à l'investiture. Nous allons voir un président qui est fort dans les idées, fort dans les convictions, fort et capable de pouvoir porter le poids de ces pays. Alors, nous avons vu que de la même façon que les pays étaient tombés avec son président à l'investiture, il est en train de tomber avec les bilans. D'accord. Je voudrais vous poser une question avant de parler de l'actualité. La question relative au projet de société que vous avez présenté. Matata a dit qu'on doit renouer avec notre destin de grandeur. Alors, quand est-ce que la RDC a été grande? Ouais, mais vous savez, la RDC a été grande dès sa conception. Dès 1885, conférence de Berlin, vous allez vous souvenir, la RDC a été pensée dans la grandeur. Le destin du Congo, c'est un destin de grandeur. 1960, l'économie de la RDC était nettement supérieure à celle d'aujourd'hui. Les niveaux de vie du Congolais de 1960, si vous le comparez au niveau de vie du Congolais sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on est largement en deçà ou en dessous de ces niveaux-là de vie. Alors, il fallait renouer avec cette grandeur-là. C'est-à-dire que la grandeur vient avec la gestion des finances publiques d'une manière efficiente, la gestion de l'économie d'une manière efficiente, la gestion de notre patrimoine d'une manière efficiente. Et c'est ça qui constitue la grandeur du pays. Mais on a rompu avec ça à partir du moment où on a décidé de pouvoir renouer, de pouvoir faire quoi? Renouer, ouais, c'est possible aussi de dire renouer avec la mauvaise gouvernance pour nous désolidariser ou nous dénouer avec les destins de grandeur. C'est comme ça qu'il faut renouer avec les destins des grandeurs au lieu de se nouer à la mauvaise gestion comme on le constate aujourd'hui avec l'Union dite sacrée. D'accord, monsieur Eliezer. Dans une correspondance adressée au président de la République, les sénateurs américains ont exprimé leurs préoccupations par le fait que la CENI n'a pas fourni une transparence adéquate en ce qui concerne le registre des électeurs et ils se disent être inquiets par rapport au processus électoral actuel. Pourquoi cette attitude américaine vis-à-vis d'un État indépendant, un État souverain qui est la RDC? Bon, d'abord, de prime abord, ce n'est que normal.
Ce n'est que normal. Oui, oui, je vais m'expliquer pourquoi. Votre leader s'est battu pendant son règne au pouvoir pour... Vous savez, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, commencez d'abord à devenir sérieux vous-même. Joseph Kabila Kabange, dans son temps, a fait voir à la face du monde qu'il était resté serein, ferme dans ses escarpins. Mais avec Félix Tshisekedi, il a voulu papillonner les mondes comme Magellan, sillonner les salons politiques, marcher sur des tapis rouges, en train de quémander de l'aide. Au moment où au Congo, il y a tout. Vous vous souviendrez que monsieur a fait plus de 300 voyages pour aucun retombé. Mais aujourd'hui, c'est vous qui l'avez bien dit. sûr, à part la venue de Jacques-Claude Van Damme à Kinshasa, dites-moi, avez-vous vu même un seul cordonnier allemand ou un couturier italien au Congo venir investir? Personne n'est venu. Alors, ce n'est que normal. Nous, dans l'opposition, on faisait que sonner la sonnette d'alarme depuis belle lurette. On disait à M. Félix, la manière dont la composition, soit les bureaux de la CENI, a été mise pourra nous créer des problèmes à la longue. Fort malheureusement, ces gens de l'Union sacrée pensent que nous faisons de l'opposition haineuse. Or, on faisait que dire la vérité. Comment expliquer? Dans des contrées ou dans des territoires tels que Runyoni, Kishishi, Bunaganda, il n'y a pas eu enrôlement. Mais ces territoires ont été repris sur la loi, sur la répartition des sièges. Par quelle magie, par quel miracle? Est-ce que M. Kadima peut-il nous dire et nous affirmer que réellement il y a eu un enrôlement au niveau de Bunaganda? On nous a dit récemment ici qu'on va enrôler les gens à Kwamuntu. Mais ça n'a pas été fait. Mais quand on voyait la loi sur la répartition des sièges, Kwamuntu a été repris. Par quelle magie, par quel miracle? Monsieur Lézère, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas sincère dans vos dires. Parce qu'en son temps, Joseph Kabila a toujours dit que la RDC est un État souverain et qu'elle ne peut pas recevoir des injonctions de la part d'un autre État. Mais aujourd'hui, apparemment, ça vous réjouit que les congrès américains... Ça ne nous réjouit pas, Okay. mais tout simplement parce que on comprend maintenant que même l'extérieur arrive à comprendre la pensée de l'opposition. Vous savez, lorsque vous-même, vous allez pleurnicher auprès de ces puissances, m'attendez-vous à de telles réactions, de telles injonctions? Aujourd'hui, on parle du Congrès américain, mais il n'y a pas plus de 3 mois, c'était les prélats catholiques américains qui ont rappelé M. Kadima à l'ordre. Pouvez-vous imaginer? Les élections doivent se tenir pratiquement le 20 décembre. Dans quelques jours, c'est la campagne qui doit être lancée. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu publication des listes des électeurs. Donc, ceci nous pousse à réfléchir autrement qu'il y a anguille sous roche. Si M. Kadima ne veut pas publier la liste des électeurs... Voulez-vous une publication physique ou sur son site? Parce qu'il y a deux possibilités. La CENI a parlé, même la loi électorale parle de deux possibilités. La publication peut être physique ou tout comme électronique. Pourquoi alors vous voulez que la publication soit seulement physique, monsieur Eliezer? Pourquoi nous voulons que la publication soit physique? Actuellement, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un smartphone. Et ça rendra la tâche beaucoup plus facile. Celui qui se rend dans un bureau de vote a la possibilité de voir si son nom a été repris. Deuxièmement, mais il n'y a pas de, jusqu'à présent, il n'y a pas assez d'espace. La CENI a dit qu'il n'y a pas assez d'espace. S'il n'y a pas assez d'espace, demandez à M. Kadima, à combien relève le budget de la CENI? S'il n'y a pas assez d'espace, à combien relève le budget de la CENI? C'est pour vous faire voir que ces gens sont en train de préparer déjà, ou soit ils sont en train de tapisser un terrain favorable à M. Tshisekedi. Et ceci, nous l'opposition, nous serons toujours là pour barricader. Et pour... Bon, je vais dire un truc. Pouvez-vous imaginer, jusqu'à présent, il n'y a même pas eu cartographie de bureau de vote. Je ne parle pas du bureau d'enrôlement. Parce que nous savons tous que pendant l'enrôlement, la CENI a utilisé des infrastructures de certaines écoles. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu publication, soit cartographie de bureau de vote. Et ceci met des candidats en déficit. Parce que certains candidats ne savent même pas comment déployer leurs témoins, comment s'y prendre.
Et ceci prouve suffisamment à quelques jours de la campagne. Et on sait voir que la CENI est dans l'impréparation totale. Et nous donnons tout à fait raison au Congrès américain qui fait que rappeler la CENI à l'ordre. Alors, qui sont ou qui seraient derrière le Congrès américain, selon vous? Les parrains de M. Tshisekedi. Ce sont ses parrains. On a tous vu comment un ambassadeur américain, Mark Hammer, s'est transformé en conseiller spécial. Prendre un chef d'État, lui faire visiter la tombe de ses parents aux États-Unis, et on se pose la question si M. Tshisekedi avait sa tête sur ses deux épaules. Moi, je pense qu'on doit être beaucoup plus veillé, prendre notre destin en main et éviter un jour de se choisir de tels dirigeants dans le pays. Sinon, nous allons regretter. Kabyliste que vous êtes, vous ne pouvez pas applaudir le Congrès américain. Kabila, c'est un nationaliste. Kabila, il a toujours prêché la souveraineté, mais je suis surpris que son disciple applaudisse le Congrès américain, M. Eliezer. Apparemment, vous ne m'avez pas bien compris. Ok. On n'applaudit pas le Congrès américain. Okay. Mais nous louons l'acte salvatrice de rappeler à l'ordre M. Kadima. Parce que c'est ce que nous avons toujours fait depuis belle lurette. Mais fort malheureusement pour eux, ces gens ne nous ont jamais compris. Et nous pensons quand même, vu que ce sont les États-Unis d'Amérique, on voit la communauté internationale, que M. Kadima pourra faire les choses autrement. Car je tiens encore à dire une fois de plus, ne comptons pas sur ces bureaux Kadima, car rien de bon ne sortira. M. Kadima a été placé pour tapisser les terrains de la tricherie en faveur du camp Tshisekedi. Alors, Monsieur Faustin, quelle analyse faites-vous par rapport à cette correspondance du Congrès américain au président Félix Tshisekedi? Dans la correspondance, les sénateurs expriment leurs inquiétudes par rapport au déroulement du processus électoral actuel. Mais vous savez, les sénateurs américains qui ont signé à deux cette correspondance-là adressée au président de la République ont fait que reprendre les questions qui ont été déjà posées sur la table par l'opposition congolaise. Entre autres, les blocs de Lubumbashi. Élections transparentes, crédibles et apaisées, inclusives, c'est de cela qu'il s'agit dans cette lettre-là. Parce que ça vient des Américains, les médias ont peut-être choisi de pouvoir mettre ça beaucoup plus en lumière. Et pourtant, les revendications ou ce que les deux sénateurs américains ont écrit dans leur correspondance, c'est tout ce que nous sommes en train de répéter, si je peux m'exprimer ainsi, à longueur de journée sur le plateau de télé, pour que les gouvernements congolais puissent rectifier les tirs dans le financement du processus électoral et dans une certaine volonté de pouvoir organiser dans les bonnes conditions les élections. Les questions de pouvoir inclure tous les candidats, les questions de pouvoir permettre à ce que les processus puissent être crédibles ont toujours été soulevées par mon parti politique, le LGD. C'est comme ça que nous, quand on a compris que la stratégie de l'Union dite sacrée était de pouvoir nous pousser à boycotter les élections, nous nous sommes dit, et les bureaux politiques avaient décidé de pouvoir aller dans le processus. Et vous vous rappelez qu'il y a beaucoup d'acteurs, entre autres, c'est lui que vous avez sûrement deviné, qui n'a pas voulu aller dans le processus, mais qui est revenu juste après. Parce que nous savons que c'est nos partenaires. Il y a des partenaires qui se sont décidés de pouvoir mener les combats de la transparence du processus électoral en étant à l'intérieur du processus. Il y a ceux qui avaient choisi à un moment d'aller en dehors du processus, mais qui sont revenus dans les processus. Parce que la stratégie de l'Union dite sacrée était de pousser les opposants à boycotter les élections. Nous, nous sommes prêts à aller aux élections. Nous avons présenté nos candidats à tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau national et à la présidence. Nous avons un candidat qui sera victorieux parce que c'est un candidat de la jeunesse, vous l'aurez compris. Donc, nous savons que les revendications qui ont été formulées par les Sénats américains, c'est des revendications qui sont dans les têtes et dans les cœurs des Congolais. Parce que les Congolais veulent que les élections puissent être organisées de la plus bonne des manières. Les partenaires de notre pays sont les Américains, les Français, les Chinois. Ils sont là parce qu'ils sont en train de protéger aussi leurs intérêts. Et si vous voyez l'esprit de cette lettre-là, c'est de pouvoir rappeler au président Félix qu'il a été proclamé élu sur base d'un processus qui a été achevé et qui a été organisé dans certaines conditions. Et vous vous rappelez que les élections passées ont été financées entièrement par le Congo.
ont été financés entièrement par le peuple congolais. Et si vous observez la façon de s'émouvoir du président actuel, il avait beaucoup les regards tournés vers l'extérieur, ce qui justifie les multiples voyages qu'il a eu à faire et dilapider beaucoup de millions de Congolais, du contribuable congolais, vous l'aurez compris, juste pour le besoin du tape à l'œil, parce qu'on nous a vendu l'idée d'une certaine diplomatie agissante, on ne sait pas à quelle fin, et nous constatons que quand les mêmes bailleurs de fonds qui nous a présenté hier qu'il était en train d'aller à la conquête, reviennent pour taper un peu sur son pouvoir et sur sa gestion, on s'est dit, bon, on est nationaliste. Et je me demande à quel moment le président actuel est devenu nationaliste, parce qu'il a plus visité les pays extérieurs que son propre pays. D'accord. À quel moment il est devenu nationaliste. Donc, il ne faudrait pas, parce qu'on part aux élections, attirer la fibre du nationalisme, parce qu'on veut, tant soit peu, attirer les votes, pendant que dans l'exercice de son pouvoir ou dans ses politiques, il n'est pas si nationaliste que ça. Il est très ouvert à l'extérieur, peut-être parce qu'il a beaucoup vécu à l'extérieur, on l'aura compris. Il n'a peut-être pas beaucoup d'attaches au Congo. Nous l'excusons peut-être pour ça, mais il ne faudrait pas agiter la fibre nationaliste juste pour les besoins de conquérir les cœurs de Congolais, qui n'a pas réussi à faire avec ses résultats et avec sa politique. D'accord. Monsieur Lézère, j'ai une question. Pourquoi le Congrès américain n'a pas fait comme l'a fait la CAC en envoyant sa mission préélectorale ici au Congo pour évaluer comment le processus électoral, pourquoi le Congrès américain n'a pas fait comme la SADC, parce qu'il y a eu une délégation de la SADC ici pour évaluer le processus électoral. Pourquoi le Congrès américain n'a pas entendu la CENI? Pourquoi a-t-il tiré ses conclusions en solo? Ça, c'est une très belle question. Vous savez, nous sommes dans un monde où même les observateurs sont observés. Pouvez-vous imaginer tout ce qui se passe actuellement au Congo? L'opposition fait des sorties médiatiques. L'opposition étale ses desiderata qui ne sont toujours pas pris en compte au niveau du pouvoir. Et pensez-vous que ces gens-là pourraient encore envoyer leurs observateurs ou soit des gens? Non, directement, on vous répond. Et c'est comme ça un État sérieux doit agir. Et moi, je pense que c'est une façon d'interpeller le pouvoir Tshisekedi. Parce que si, le 20 décembre, nous n'avons pas de bonnes élections, il n'y a pas une transparence adéquate, il n'y a pas un résultat qui émane du choix de la population, alors nous annonçons déjà l'article 64. C'est-à-dire il y aura la révolution populaire pour un choix populaire. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme si nous étions des esclaves dans notre propre pays. Pouvez-vous imaginer, depuis l'avènement de ces régimes, nous sommes que dans du populisme, état de droit, mais on voit des gens être arrêtés et puis libérés, sans toutefois qu'on sache si réellement l'argent de l'État a été restitué à la caisse. Nous sommes dans ce qu'on appelle diplomatie agissante, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à défaire l'agression du M23. Bien sûr que nous connaissons que le M23 nous fait une guerre par procuration, car nous savons que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Mais je me demande, est-ce que devrions-nous toujours continuer avec de telles allégations ou avec de tels agissements? Non. Pour un peuple sérieux, il est grand temps de dire non à M. Tshisekedi, dire non à l'Union sacrée et de se choisir des dirigeants compétents. D'accord. Parlons de cette affaire qui oppose Matata Ponyo et la justice congolaise, accusée de détournement des millions de dollars destinés à la construction du parc agro-industriel. L'affaire sera reprise ce lundi 13 novembre devant la Cour constitutionnelle. Comment est votre morale? Mais vous savez, il faudrait quand même pouvoir mettre les points sur les i. Okay. C'est vrai qu'il y a eu un extrait de rôle qui a été publié sur les réseaux sociaux. Oui. Mais vous vous souvenez que Matata Ponyo, parce que les juges avaient estimé qu'ils pouvaient les juger par défaut, avait demandé aux avocats du candidat de la jeunesse de quitter la salle. Vous vous rappelez? Et donc, l'audience qui est programmée pour lundi, ça sera pour examiner les exceptions ou répondre aux exceptions soulevées par la partie de Christo Kobler
et la partie de Deo Gracias. Deo Gracias, ok. Et à l'issue de la réponse à ces exceptions-là, Matata Ponyo Mapon sera rappelé à nouveau à la barre parce que l'affaire devrait reprendre à zéro ou la procédure devrait reprendre à zéro. Et cette fois-là, les avocats et Matata Ponyo pourraient être en possibilité de pouvoir aller se présenter devant la cour parce que les exceptions soulevées par les deux parties pourront être prises en compte ou pas par la Cour constitutionnelle. Donc, ceux qui attendent à ce que Matata Ponyo se retrouve devant les juges le lundi, il y a possibilité qu'il ne soit pas là parce qu'il a été jugé par défaut, ou on voulait le juger par défaut. Donc, il n'est pas tenu à venir le lundi devant la Cour parce que l'affaire va concerner les exceptions. Donc, ceux qui nous suivent doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de l'affaire qui a repris, mais c'est une partie de l'affaire. On va dire ainsi, les juges vont répondre aux exceptions et à l'issue de ces exceptions-là, on pourra appeler Matata Ponyo à nouveau à la barre pour pouvoir répondre si besoin il y a. Mais comment battre campagne devant une opinion qui pense que Matata serait coupable dans cette affaire, Monsieur Faustin? Est-ce que vous êtes à l'aise lorsque vous allez à la rencontre de la population? Mais vous savez, Matata Ponyo Mapon était au Congo central. Il était très à l'aise. Les Congolais qui l'ont parlé l'ont dit, vous êtes Monsieur Dollar. Le dollar vous obéit. Et comme les dollars obéissent à Augustin Matata Ponyo Mapon, les dollars étaient stabilisés à 920. Vous vous rappelez, vous avez vécu dans ce pays, les dollars étaient à 920 pendant 4 ans. Aujourd'hui, je crois que quand on va sortir de ces studios, on aura un nouveau taux. Parce que c'est comme ça chaque heure. Donc quand on est sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les dollars galopent chaque heure. On est à 26 aujourd'hui. Et vous savez que Matata Ponyo est très à l'aise parce que cette affaire n'est pas une affaire judiciaire, c'est une affaire politique. Et si on veut à tout prix maintenir l'opinion dans cette illusion-là de détournement, c'est par le défunt politique. Parce que Matata, face à lui, il n'y a pas des idées qui peuvent confronter les idées de Matata. Vous savez que parce que l'arme politique que l'Union du Sacré a choisi, c'est l'instrumentalisation de la justice. C'est comme ça que cette affaire est en train d'être à tout moment remis au niveau de l'opinion publique parce que l'objectif avec cette affaire, c'est de pouvoir embrouiller l'opinion publique, mettre l'opinion publique sous hypnose. Et pourtant, le peuple congolais est très lucide. Il suit avec attention cette affaire parce qu'ils ont compris qu'en réalité, on a eu un procès 100 jours il y a quelques mois, où il y a eu des condamnations, mais après, les personnes, parce qu'ils ont signé à l'Union dite sacrée, ont été blanchies. Matata Ponyo, tous les jours, est courtisé pour rejoindre l'Union dite sacrée. Tous les jours. Et parce qu'il n'a pas voulu rejoindre l'Union dite sacrée, c'est comme ça qu'il paye le prix de l'acharnement politique. D'accord. Donc, l'acharnement politique, c'est l'arme que l'Union dite sacrée utilise pour pouvoir gagner les élections. Je vous dis, Matata Ponyo face à un candidat de l'Union dite sacrée qui se trouve être le président actuel, il ne pourra pas battre Matata. Et les Congolais le savent. Et nous attendons qu'il puisse avoir son courage et demander au président du CESAC d'organiser un débat. Et j'aimerais bien voir comment il fera pour pouvoir défendre son bilan face à Matata. Parce que Matata Ponyo, c'est un candidat du bilan. D'accord. Pendant 4 ans, je vais en finir par là, pendant 4 ans, il a su stabiliser le taux de dollar. Okay. Pendant 4 ans, il a su créer Transco, il a su créer Congo Airways, il a su créer la Synstap, il a su créer l'autorité de régulation des assurances, il a su créer l'ENA. Okay. Et aujourd'hui, en 5 ans, est-ce qu'on peut nous citer 2 entreprises créées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Donc, il n'aura pas de temps pour pouvoir faire un débat avec Augustin Matata Ponyo Mapon. C'est comme ça qu'on est en train de nous trouver un format qui va permettre à ce que le président actuel puisse mieux fuir. D'accord, je reviens vers vous, mais notez une question. Le bilan que vous vantez, est-ce que c'est votre bilan ou celui de Joseph Kabila? Je reviens vers vous, je reviens vers vous. Notez, je reviens vers vous, je reviens vers vous. Monsieur Eliezer, j'ai comme l'impression que dans ces pays, c'est seulement un citoyen lambda qui doit être poursuivi par la justice. Lorsqu'un leader politique est poursuivi, on crie à l'acharnement. Oui, c'est ça. Monsieur Tshisekedi, dans l'opposition, nous a vendu des rêves. Il nous a parlé d'un état de droit. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que
au lieu de l'état de droit que monsieur publicitait en son temps, nous vivons maintenant l'état de droit. État de droit. Oui, l'état de droit. Où les gens sont pointés du doigt et ensuite rien n'est fait côté justice. Pouvez-vous imaginer, lorsque vous avez une appartenance quelconque dans le camp Union Sacrée, vous êtes à l'aise. Je parle du procès 100 jours qui vient d'énumérer mon co-débatteur. Et nous parlons de l'affaire francophonie. Jusqu'à présent, un très grand flou, on n'arrive pas à comprendre. Mais qu'en est-il, par exemple, des affaires qui ont touché le Congo plus profond? L'affaire, par exemple, Chiribo Okende. Jusqu'à présent, aucun fait n'a été élucidé. L'affaire du juge Niani, aucun fait n'a été élucidé. L'affaire du défunt général de heureuse mémoire, le général défunt Kaimbi, aucun fait n'a été élucidé. Donc on sait comprendre que lorsque vous êtes dans le camp dit Union Sacrée, vous êtes sous protection. Et ceci fait mal. Et quand on voit encore un chef de l'État qui lui-même est en train de décrire la manière de travailler de sa justice. Et on se pose des questions, comment un chef, c'est lui qui a tous les cutus, c'est lui qui a les pouvoirs, c'est lui qui nomme et c'est lui qui révoque, peut se plaindre. Et on sait comprendre que le pays est tombé jusqu'au... On ne sait même pas comment quantifier. Et ceci fait mal. En parlant... Non, mais il n'y a pas que Félix Tshisekedi qui décrit le comportement ou la manière dont la justice fonctionne. Même Tambouy Mwamba, en son temps, je tiens à vous rappeler, récemment, il y a eu 2500 magistrats nommés par le chef de l'État. Et la justice, en soi, est l'apanage du chef de l'État. Et une petite parenthèse, dans les 2500 nominations de magistrats, plus de la moitié sont de l'espace Grand Kassai. C'est quelque chose. Ça, c'est vous qui le dites, on va vérifier. Vous pouvez les vérifier, Okay. Je suis à la télé, vérifier, et vous allez voir que c'est vrai. Et ceci prouve suffisamment que le Congo, le pays, est tombé trop bas. Pouvez-vous imaginer une personne qui se tape le luxe de détourner, de voler, mais ces genres de personnes sont ensuite récompensées. Et quel genre de moralité, quel genre de leçons donnons-nous à ceux-là qui veulent embrasser la politique comme nous autres? On sait faire voir aux gens que non, la politique c'est un refuge. Monsieur Lézère, vous avez vu l'état dans lequel se trouve le parc Bukangalonzo actuellement? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit établir des responsabilités? Je ne suis pas un communicateur de LGD, oui, mais on sait voir que... On sait voir que le procès Matata est un procès purement politique. Pourquoi? Parce que Matata fait peur aux gens. Il suffit d'établir juste un parallélisme de gestion sous Matata et sous M. Mukontombolo. On verra tous que monsieur a échoué sur toute la ligne. Matata nous a laissé Congo Airways avec 4 avions. Matata nous a laissé Transco. Félix vient. D'abord, il ment. Monsieur ment devant le Congrès. Les parlements et les Sénats réunis. Monsieur dit dans un discours, d'ici la fin de l'année 2020, on verra 9 aéronefs, même pas 9. Monsieur a menti. Et jusqu'à présent, on n'a même pas un clé de roue, même pas des crics, même pas un pilier d'avion. D'accord. Et Congo Airways est en faillite. Au moment où Congo Airways, en son temps, réclamait n'infuse que 30 millions de dollars pour relancer l'entreprise. On a déboursé plus de 300 millions pour la francophonie. Or, en son temps, M. Kabila avait organisé ce qu'on appelle les sommets de la francophonie, qui n'a même pas coûté au-delà de 50 millions. Et je tiens à rappeler au peuple congolais, allez-y vérifier. En Arabie Saoudite, au Qatar, on a organisé ce qu'on appelle la Coupe du Monde. Ça coûtait pratiquement 280-250 millions de dollars, juste pour la Coupe du Monde. Mais au Congo, le jeu de la francophonie nous a coûté plus de 300 millions. C'est pour vous faire voir comment ces gens sont en train de gérer ces pays. Et il est grand temps, en tout cas, si monsieur s'entête, nous allons appliquer l'article 64 le 20 décembre. D'accord. Monsieur Faustin, le bilan que vous mettez en exergue pour vanter Matata, est-ce votre bilan ou celui de Joseph Kabila? Je vais vous répondre, mais vous avez évoqué l'état actuel du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Okay. J'aimerais qu'on puisse remonter un peu le temps. Matata Ponyo Mapon n'est plus Premier ministre depuis 2016. Et tous les premiers ministres qui l'ont succédé, c'est les ministres qui sont proches de l'UDPS. Et vous les connaissez.
Vous savez que quand Matata Ponyo Mapon a quitté la primature, Boukanga Alonso fonctionnait normalement. Dans tous les points de vente Boukanga Alonso, c'est-à-dire rond-point Mollard, rond-point Upen, vers le rond-point Salongo ou le rond-point Ngaba, il y avait des points de vente Boukanga Alonso. Quand Matata Ponyo a quitté la primature en 2016, Boukanga Alonso fonctionnait. Boukanga Alonso a cessé de fonctionner après lui. Et on est dans une chaîne où on avait diffusé les lancements de Boukanga Alonso. Et le président, le patron de cette chaîne, avait annoncé à la télé que Boukanga Alonso est en train de produire ses résultats, ses premiers résultats, ses prémices. On avait mangé le maïs Boukanga Alonso. Et il est actuellement président du CESAC. Il peut revenir sur son journal de cette époque-là pour remarquer que Boukanga Alonso produisait. On est sur une chaîne qui a des archives, vous comprenez. C'est-à-dire que Boukanga Alonso fonctionnait jusqu'en 2016. Après Matata, le déluge est arrivé. Les projets Boukanga Alonso est viable. Il pouvait continuer. Mais les mauvais leadership de tous les premiers ministres qui sont venus après Matata, qui sont proches de l'UDPS, qui ont été dans l'école de l'UDPS, ont détruit le parc agrandisseur de Boukanga Alonso. Et comme l'UDPS a toujours utilisé une stratégie du bouc émissaire, on a trouvé les boucs émissaires qu'il fallait endosser l'échec du Boukanga Alonso. On a choisi Matata comme bouc émissaire du projet Boukanga Alonso. Et dans le projet Boukanga Alonso, on ne parle même pas de la responsabilité de Matata dans les détournements. On dit que Matata a la responsabilité intellectuelle. On attend les preuves pour pouvoir prouver. Je n'ai pas encore répondu à votre question. Vous avez répondu, vous avez posé la question de savoir est-ce que c'est votre bilan ou c'est celui de Joseph Kabila. Joseph Kabila, parce qu'on dit toujours que Joseph Kabila a un bilan négatif pendant mais Joseph Kabila, dire que Joseph Kabila avait un bilan négatif, ce n'est pas voir les réalisations que Joseph Kabila a accomplies et son Premier ministre a travaillé pour l'accomplissement de ces résultats-là. Le bilan de Joseph Kabila sous Matata est nettement supérieur à celui de Félix Tshisekedi. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une réalité que vous pouvez constater. Matata Ponyo Mapon a travaillé de 2013 à 2016 avec le président Kabila. C'est un secret pour personne, c'est l'histoire. Il raconte ça dans son livre « Une vie, une ambition » que vous pouvez, sans vous les donner bien sûr, que vous pouvez lire. Et ceux qui nous suivent à la télé peuvent aussi constater que dans ces livres, il raconte cette partie-là de son histoire. Et il détaille la façon dont il a travaillé pour obtenir ces résultats-là. Et ça veut dire que ce sont les résultats obtenus sous le leadership du président Kabila, mais il y avait un Premier ministre. Et c'est pour prouver que quand il y a un bon Premier ministre, il y a des résultats. Et depuis que Matata n'est plus à la primature, vous remarquez que tous les premiers ministres qui sont venus après n'ont pas pu obtenir résultat, notamment celui qui est à la primature aujourd'hui. Il vit, il fonctionne avec les meubles et avec tout ce que Matata a laissé. D'accord, merci Monsieur Lézer. Parlons de cette interview qu'a accordé Moïse Katumbi à une chaîne locale de Lubumbashi où il dit qu'une fois élu président de la République, il va se donner 6 mois pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays. N'est-ce pas ça du populisme? Fort malheureusement. Parce que Kabila fait 18 ans, l'insécurité règne toujours, mais lui dit dans 6 mois, on met fin à la guerre. C'est pas ça du populisme que lui-même condamne. Du populisme, je pense pas. Je ne suis pas membre d'Ensemble pour la République. Mais vous avez géré. Vous avez été au pouvoir. Quand nous voyons, tant soit peu, la gestion de M. Katumbi dans le SPAS ou dans le Katanga, on sait comprendre que monsieur a quand même ses petits soucis de remettre ou soit de restaurer la paix tant soit peu dans la partie est de la République. Il dit qu'il a été le parrain de l'opposition, il a logé, il a payé les visas, les billets. Ça, ce n'est un secret pour personne. Nous savons tous que des Genval... Heureusement que Matata n'était pas à l'opposition à l'époque. Des Genval à Genève, M. Katumbi quand même pour quelque chose. Ça, on ne peut pas les nier. On sait tous que même pour les financements des campagnes de certains candidats en 2018, M. Katumbi est pour quelque chose. Alors, moi je pense que nous devons apprendre à joindre l'acte
à nos propos, à nos paroles. Parce que le peuple congolais a été suffisamment déçu. Quand vous voyez Félix Tshisekedi, de 2016, 17 et 18, on se disait non, c'est monsieur au pouvoir, les choses vont changer en éclic. Mais on se rend compte qu'il a été et il reste, je crois bien, peut-être ça ne pourra pas arriver, mais jusqu'à présent, c'est le seul et l'unique qui a fait preuve d'une incompétence qu'on ne peut pas calculer. Monsieur a échoué dès les premiers jours où il prêtait serment. D'abord, ça c'est un secret pour personne. Pour la première fois, depuis que Dieu a créé ces mondes où nous vivons, nous voyons un chef de l'État, lorsqu'on lui remet l'étendard de la République et monsieur tombe. C'est pour vous faire voir que le Congo était tombé depuis ce jour-là. Et ceci prouve suffisamment que monsieur a échoué sur toute la ligne. Pour chuter, le plus grand conseil que je pourrais donner à monsieur Félix, c'est de démissionner. Ceci lui permettra de sortir par la grande porte. Et cela va permettre de donner une certaine crédibilité à son camp politique pour espérer peut-être dans 50 ans ou dans 150 ans, s'il sera toujours en vie, quelqu'un de l'UDPS peut revenir au pouvoir. D'accord. Monsieur Faustin, est-ce que l'on peut mettre fin à une insécurité qui règne pendant plus de 20 ans dans 6 mois? C'est pas ça du populisme. Mais vous savez, je ne veux pas aller dans les querelles des chapelles. Ok. Mais je veux vous dire que dans ces programmes, que ceux qui peuvent télécharger ont la possibilité de télécharger sur matatapoumapon.com. Okay. Et je profite là pour annoncer que ils ont la possibilité d'échanger en vidéo avec le candidat lui-même. Parce que hier, puisqu'on est samedi, vendredi, le candidat de la jeunesse a appelé lui-même les Congolais par surprise qui se sont inscrits en vidéo. Il a parlé avec les Congolais. Et il a notamment évoqué les questions de l'Est. Dans son programme, quand... Vous donnez combien de mois, combien d'années pour... Mais vous savez, nous, dans notre programme, nous avons besoin de 5 ans pour pouvoir apporter le Congo vers son destin de grandeur. Donc nous parlons de la guerre, de la fin de la guerre. Vous donnez combien de mois? J'y viens, j'y arrive. Malheureusement, on n'a pas tout le temps. Mais, bon, on n'a pas tout le temps, mais je vous dis que nous avons programmé notre plan de gouvernance sur 5 ans. D'accord. C'est-à-dire que nous allons créer les conditions qui permettront à ce que la RDC puisse quitter de la catégorie des pays pauvres pour aller dans la catégorie des pays émergents. Vous savez que ces pays à revenus intermédiaires, j'allais dire. Donc, on ne peut pas arriver à être dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires sans avoir la paix. C'est comme ça que dans les priorités stratégiques, il y a la question de la paix, il y a la question de la sécurité qui est prioritaire. Et dans les 5 ans, nous allons mener des actions qui permettront à ce que nous puissions arriver à la paix. Si ça peut se faire dans 2 jours, dans 1 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, l'objectif c'est arriver à la paix. La paix s'est construite et il faut arriver à construire la paix dans l'esprit du Congolais. La paix, ce n'est pas seulement la paix en termes de manque de coups de balle, mais c'est aussi dans l'esprit du Congolais, il faut qu'il y ait une paix. Et c'est dans ce sens-là que Matata va renouer avec le destin de grandeur qui est un destin de paix. D'accord. Monsieur Eliezer, la famille de Chéribien Okende, via son avocat en Belgique, a saisi la justice belge pour faire avancer, n'est-ce pas, le procès, parce qu'elle dit qu'ici au Congo, le procès n'avance pas et on accuse le colonel Christian Dayuel qui, on dit, serait l'un des assassins du Chéribin Okende. Ok, je crois que c'est un sujet sensible et je sais que j'ai été l'objet de beaucoup d'interpellations à cause de ce sujet. Alors, je vais aller droit au but. Ceci prouve suffisamment que la justice congolaise a perdu sa crédibilité. Ça, c'est de 1. Et c'est tout à fait normal que M. Dayuel soit pas interpellé. Parce que c'est lui qui est le patron du renseignement militaire. Et moi, je pense que laissons le temps au temps et l'avenir finira par nous donner raison. Car la justice, elle est de Dieu. D'accord. Votre avis par rapport à cette question? Je ne veux pas m'adonner au tribunal médiatique. C'est des questions judiciaires. C'est des questions qui touchent à la sûreté de l'État, notamment. Et j'aimerais que les Congolais qui nous suivent puissent juste tirer les conséquences de l'incapacité. Mais on dit qu'ici le procès n'avance pas. D'après l'avocat de la famille de Chéribin Okende, le procès n'avance pas, raison pour laquelle ils ont saisi la justice belge, d'autant plus que
celui qu'on acquise est belge. Serait belge. Mais vous savez, ça remet aussi en sellette la question de père et de mère. Vous remarquez que il y a aussi, à l'Union du Sacré, les personnes qui ont double nationalité pendant que la Constitution congolaise l'interdit. Et ça remet en question toutes ces questions-là. Vous voyez que nous devons renouer avec notre destin de grandeur. Un destin qui va nous éloigner de l'incapacité à pouvoir élucider des questions aussi importantes. Et nous avons l'impression que le gouvernement actuel a oublié que celui qui a été assassiné était membre de l'Union du Sacré autrefois et il a travaillé pour le pays et il a donné beaucoup pour que même les miettes que le président actuel peut donner, c'est aussi grâce à ces Congolais-là qui ont réfléchi. D'accord. Malheureusement, on voit qu'après la mort de Chérubin Okinde, les résultats qu'on a après lui, c'est les flaques d'eau sur l'avenue de l'OIA, c'est les trous qui sont pas zéro. Il y a plusieurs trous à Kinshasa, mais il y a un ministre des ITPR qui fait croire aux Congolais qu'ils ont atteint l'objectif de Kinshasa zéro trou à 90%. Vous comprenez là que nous vivons dans un pays où il n'y a pas un bon cœur de par l'Union du Sacré, et ils veulent nous faire croire qu'ils ont réussi pendant que nous savons que l'échec, c'est leur attribution et l'échec leur ressemble. Et je pense que les noms qu'on va donner à Félix Tshisekedi pendant la campagne, c'est Monsieur Échec. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine occasion et bonne évasion sur Congo Based.